Ça, c'est la grande ligne de base. Et le deuxième élément important, c'est une réforme de la comitologie sur le champ de l'emploi, avec l'idée selon laquelle beaucoup de dispositifs d'insertion sociale ou d'accès à l'emploi fonctionnaient en tuyau d'orgue, c'est-à-dire de manière séparée. On pouvait parler d'insertion et d'un travail très social, mais sans forcément parler accès à l'emploi. Et l'idée, c'est de casser ce cloisonnement en réunissant tous les acteurs dans des instances communes dont le pilotage est élargi, avec au niveau départemental une coprésidence conseil départemental et État. Là où il y a un lien avec le sujet de la petite enfance, c'est que la problématique de la garde d'enfants est aussi un frein à l'emploi. Et c'est en ça que cette loi pour le plein emploi aborde le sujet et vient toucher le code de l'action sociale et des familles. Et sur ce champ-là, donc, il y a deux articles importants, qui sont affichés sur la diapositive. L'article 17 qui crée la notion d'autorité organisatrice pour l'accueil du jeune enfant, et l'article 18 qui définit un peu les procédures, modalités d'autorisation des modes de garde et de contrôle de ces modes de garde. Avec une obligation de mise en œuvre au 1er janvier 2025 pour la notion d'autorité organisatrice. Donc, le service public de la petite enfance, ses ambitions, c'est d'offrir des modes d'accueil adaptés aux besoins des enfants et j'ajoute, et de leurs familles, des modes de garde d'accueil de qualité et accessibles. Et on revient aussi sur le sujet de la gouvernance. Outre les instances dont j'ai parlé tout à l'heure, donc qui s'appellent comités départementaux pour l'emploi et comités locaux pour l'emploi, il y a d'autres instances, mais qui doivent s'articuler, qui sont créées. C'est le conseil départemental des services aux familles, dont les missions et le mode de fonctionnement seront présentés un petit peu plus tard. Quelque chose à ajouter, Isabelle? Non. Donc, questions, je ne sais pas si on les pose au fur et à mesure ou enfin. Là, non, plutôt en fin de webinaire. Okay. S'il y a des questions, par contre, on peut déjà les poser dans le fil de discussion, mais sinon, les échanges de vive voix auront lieu à la fin de la présentation. OK. Alors, à la suite, je passe la parole au suivant, qui est le CD. Alors, à la suite de cette loi, on a vu une importante actualité réglementaire. Vous avez pu le constater, hein, tous les mois quasiment, on a des nouveaux textes réglementaires qui sont publiés. Alors, on va reparler de tous ces textes au fur et à mesure, donc je ne vais pas disséquer tous les textes. Peut-être vous parler du décret d'avril 2025. Vous avez dû en entendre parler parce qu'il modifie les procédures d'autorisation, de création, d'extension des établissements d'accueil du jeune enfant, mais aussi il pose de nouvelles obligations aux micro-crèches. Par exemple, il limite le nombre de micro-crèches qu'une personne peut diriger, ou alors il rend obligatoire la présence de certains professionnels diplômés dans l'équipe d'encadrement des enfants, ou encore il augmente le temps dédié aux missions de direction de ces micro-crèches. Je vais vous faire un listing de tout, peut-être sur la prochaine diapositive aussi, le document très important qu'on a vu être publié, qui a été publié cet été, en juillet 2025, sur le site solidarité.gouv.fr, c'est ce référentiel national de la qualité d'accueil des jeunes enfants, qui est un référentiel qui décline de manière opérationnelle la charte de qualité d'accueil du jeune enfant. On en reparlera sur la qualité d'accueil ensuite, donc je ne vais pas m'étendre. Ce qui a été très important aussi, c'est en juillet 2025, il y a un arrêté qui également a été publié au journal officiel, qui uniformise, qui a une volonté d'uniformiser tout ce qui est création, extension, transformation, modification, renouvellement des établissements d'accueil du jeune enfant, et qui pour cela décrit une nouvelle procédure de demande d'avis préalable
auprès des autorités organisatrices que le porteur de projet doit solliciter. Pour cela, il a mis en place plusieurs CERFA, 3 CERFA qui peuvent être utilisés par les porteurs des projets pour déposer une demande d'avis puis une demande d'autorisation auprès du département. Voilà à peu près les grands textes que je voulais citer. Il y a encore des projets qui vont être, me permet, publiés dans les mois qui viennent, que vous le sachiez, un décret sur la procédure de renouvellement des autorisations des établissements d'accueil du jeune enfant, le SJE, c'est établissement d'accueil du jeune enfant, un référentiel également sur la compétence et les connaissances des professionnels de la petite enfance. Suite à ce référentiel, à chaque quelles compétences et connaissances tous les professionnels doivent avoir, un guide relatif aux maisons d'assistance maternelle, un guide sur le contrôle des établissements d'accueil et leur évaluation. Voilà. Ensuite, on va aborder donc le deuxième point sur justement préciser un peu plus ce qui est attendu derrière l'autorité organisatrice, et je vais laisser la parole à la DES. Merci. Donc, on a un petit tableau là sur la diapositive qui nous présente les obligations respectives des communes instituées par l'article 17 de la loi pour le plein emploi. Obligations qui sont fonction de la taille des communes, donc qui est inscrite en colonne, donc avec des items qui sont obligatoires ou facultatifs en fonction de la taille. Donc, à partir de 3500 habitants, les 4 axes de compétences qui sont mentionnés sur la gauche deviennent obligatoires, alors qu'en deçà de 3500 habitants, il n'y a que les axes 1 et 2 qui sont obligatoires, les 2 autres axes étant facultatifs. Et dans les communes de plus de 10 000 habitants, il y a, dans le cadre de la mise en œuvre de chacun de ces axes, des obligations spécifiques qui sont précisées. Ce qu'il convient d'ajouter aussi, c'est que ces obligations peuvent être transférées. C'est-à-dire qu'une commune qui n'aurait pas les moyens ou estimerait que c'est trop compliqué à faire, peut transférer ces obligations à, par exemple, une communauté de communes, ce qui peut permettre d'organiser les choses de façon plus collective, plus large, et donc, en termes d'organisation, bénéficier en quelque sorte d'économies d'échelle. Alors, juste, je pense qu'il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. On a un écho. Voilà, c'est possible aux participants de couper les micros. Juste en complément de cette slide, un petit zoom sur les relais de petite enfance. Pour vous situer aussi les relais de petite enfance par rapport aux différentes compétences qui sont mises en place et qui deviennent obligatoires dans le cadre du service public de la petite enfance. Donc, ça vient d'être dit, il y a une obligation pour toutes les communes ou intercommunalités de plus de 10 000 habitants, donc qui auraient la compétence petite enfance, de mettre en place un relais petite enfance sur le territoire. Donc, en Loire-Atlantique, ce n'est pas forcément un sujet puisque tous les territoires de plus de 10 000 habitants sont couverts. Les relais de petite enfance sont également des services qui remplissent les compétences 2, donc l'information et l'accompagnement des familles, et 4, le soutien à la qualité d'accueil. Donc, quand on parle de soutien à la qualité d'accueil, là, on est plutôt sur l'accueil individuel, l'accompagnement des assistantes maternelles en particulier. Et de par leur mission d'observation, les relais de petite enfance contribuent également à l'exercice de la compétence 1 sur le recensement des besoins. Donc là, on a décidé de faire un focus sur les autorités organisatrices et leurs nouvelles compétences en ce qui concerne les établissements d'accueil du jeune enfant, donc les crèches, micro-crèches, etc. La loi, on a parlé de la loi plein emploi, elle vient renforcer vraiment la place des autorités organisatrices, c'est-à-dire des communes ou des EPCI, dans le processus d'autorisation et de création, d'extension ou de transformation des ESJE, pas des renouvellements. C'est-à-dire, depuis le 1er janvier 2025, les autorités organisatrices doivent rendre un avis sur l'implantation d'un établissement d'accueil de jeunes enfants sur la commune ou sur le territoire de l'EPCI. Et cet avis doit être rendu uniquement au regard des besoins de leur territoire. Cet avis doit être rendu dans les 4 mois, c'est-à-dire qu'une fois qu'un porteur de projet d'établissement d'accueil du jeune enfant adresse une demande d'avis à l'autorité organisatrice, elle a 4 mois pour répondre.
Et cet avis favorable de l'autorité organisatrice est obligatoire. Enfin, les porteurs de projet doivent avoir cet avis favorable pour ensuite adresser une demande au département Loire-Atlantique pour obtenir une autorisation d'ouverture, une autorisation de création d'établissement d'accueil du jeune enfant. Si l'autorité organisatrice ne répond pas dans le délai de 4 mois, l'absence de réponse vaut accord, vaut avis favorable, pardon. Et cet avis favorable, que ce soit il y a un avis implicite favorable ou alors si l'autorité organisatrice envoie au porteur de projet un avis favorable, c'est valable 24 mois. Donc, le porteur de projet doit demander, comme je vous disais tout à l'heure, cet avis à l'autorité organisatrice via un formulaire SERFA. Vous avez mis le numéro du formulaire. Donc, si un porteur de projet vous sollicite, vous pouvez lui dire, voilà, je vous invite à remplir le formulaire SERFA et à me l'envoyer ou à l'envoyer de manière dématérialisée. Alors, pour réexpliquer toute cette procédure sous forme de schéma, là, vous avez ce schéma qui est très, très bien fait, qui redit un peu ce que je viens de vous dire. Donc, tout porteur de projet doit adresser à l'autorité organisatrice via un formulaire SERFA une demande d'avis préalable. Et vous avez les différentes situations en cas d'avis favorable, en cas d'avis défavorable, tout passe. Et à chaque fois, bien sûr, s'il y a un avis défavorable de l'autorité organisatrice, bien entendu, principe de droit administratif français s'applique. Si c'est défavorable, le porteur de projet peut saisir le tribunal administratif pour contester cet avis. Je vous redis, il faut absolument cet avis favorable, soit implicite, soit clairement dit, pour pouvoir saisir la PMI du département pour demander une autorisation de création, une autorisation d'ouverture d'un établissement. Voilà, nous allons maintenant aborder plus particulièrement le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre, qui fait partie des nouvelles obligations qui s'imposent à un certain nombre de collectivités. Mais en élément de contexte, préciser que au niveau du comité départemental des services aux familles, il y a eu également un renforcement du rôle attendu et qui n'est pas sans lien avec ce schéma. C'est-à-dire que dans le cadre de ce comité départemental qui, pour rappel, est présidé par le préfet et composé de 3 vice-présidents qui sont le département, l'Association des maires de France et la CAF, il est demandé de renforcer son diagnostic territorialisé au niveau du département. Il y a une mise en œuvre d'indicateurs communs à l'ensemble des départements pour pouvoir assurer une remontée au niveau national et faciliter la comparaison entre les départements au niveau de l'État notamment. C'est également la mise en place d'un plan d'action départemental dédié à la petite enfance et notamment au service public de la petite enfance, d'où le lien avec le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre. C'est la réalisation d'une synthèse annuelle des travaux qui se sont réalisés sur le territoire, ainsi qu'un bilan annuel de la mise en œuvre de ce plan départemental, ainsi que sur tout ce qui a trait aux opérations d'inspection et de contrôle des structures d'accueil du jeune enfant. Inspection et contrôle qui peuvent être réalisés d'une part par la PMI et d'autre part par les contrôleurs de la CAF. Ça, c'est un élément de contexte pour préciser dans la diapositive suivante le lien entre, alors on a le comité départemental qui se décline par un schéma départemental des services aux familles et la réglementation impose, en tout cas demande, à ce que les schémas pluriannuels des autorités organisatrices soient transmis au CDSF et intégrés au sein du schéma départemental des services aux familles. L'idée étant de pouvoir, au niveau départemental, avoir une vue sur l'ensemble, en tout cas la plus précise possible, de savoir ce qui se passe sur l'ensemble du territoire au niveau départemental, sur l'état actuel des structures existantes et de ce qui va être développé au regard des besoins identifiés. Donc il y a cette obligation de transmission au CDSF et de vérifier que ces schémas sont compatibles
avec le schéma départemental du service aux familles. Alors, je vais dédramatiser la chose ou la désacraliser. Le schéma départemental comporte ce qui est repris un peu dans le service public de la petite enfance, c'est-à-dire de développer le nombre de places d'accueil en fonction des besoins du territoire et d'avoir cet aspect à la fois d'information, d'orientation des parents vers les modes d'accueil et aussi l'aspect qualitatif. Globalement, et c'est ce qu'on verra ensuite avec les CTG, il n'y a pas de raison que les schémas ne soient pas compatibles. Ce qui pourrait, les seuls cas où il pourrait vraiment y avoir une incompatibilité, c'est-à-dire un territoire pour lequel il y a un fort besoin de places d'accueil et pour lequel le territoire nous informerait de la suppression d'une structure d'accueil, d'une crèche de 40 berceaux, admettons, sans qu'il y ait de perspective de nouvelles places d'accueil pour compenser ces disparitions. À ce moment-là, on prendra en compte dans le bilan du schéma que les actions du territoire ne respectent pas, en tout cas, ne vont pas dans le sens de ce qui est prévu dans le schéma départemental des services aux familles. Et c'est vraiment dans les cas, on va dire, très significatifs. Sur la diapo suivante, les services de la CAF ont travaillé un document interne qui va vous être présenté par Sylvain, qui a pour objectif un peu de vous faciliter la tâche sur les territoires en l'absence de documents, d'outils concrets fournis au niveau national. Ce que je vous propose, c'est de faire un zoom sur ce document. Donc, pour information, je fais une petite parenthèse, il sera en ligne sur le caf.fr avec le support de ce soir ainsi que le replay qui est en cours d'enregistrement. Donc, vous pourrez le récupérer d'ici la fin de semaine, début de semaine prochaine maximum. Donc, ce document, il se compose en 4 parties distinctes. Un tableau récapitulatif des compétences, puisque c'est important pour nous de pouvoir identifier quel territoire est compétent sur quelles compétences. Une fiche de recensement des besoins des enfants de moins de 3 ans et de leur famille, un tableau récapitulatif des structures petite enfance et des projets envisagés, et 2 fiches sur l'information et l'accompagnement des familles, et la deuxième sur le soutien à la qualité d'accueil. Juste en complément, avant de rentrer sur chaque item, c'est un outil local qui viendra enrichir les CTG au fil des renouvellements, puisque, comme on l'a dit en introduction, les CTG sont les supports préconisés pour mettre en place ce schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre. Néanmoins, j'attire quand même une attention sur les territoires pour lesquels il y aurait des développements de places donc à compter de 2024 et qui pourraient bénéficier d'un bonus trajectoire. C'est un bonus qui vient soutenir la création de places nouvelles sur les territoires. Vous devrez nous transmettre ce document complété, alors pas forcément dans la totalité, mais au moins sur le tableau récapitulatif des compétences et le tableau récapitulatif structure en fonctionnement et projet envisagé. Donc, s'agissant du tableau récapitulatif des compétences, ce qu'on vous propose, c'est un tableau qui reprend les 4 compétences. On vous a mis un petit 2-3 mots-clés pour que vous puissiez bien visualiser à quoi correspond la compétence, ce que ça implique. Et on vous demande de nous identifier si cette compétence, elle est à l'échelle de la commune ou si elle est à l'échelle d'un EPCI, donc communauté de communes, enfin intercommunalité ou syndicat. Sachant que j'ai eu la question récemment sur des structures qui pourraient être cofinancées par plusieurs communes. Je pense notamment à des RPE qui interviendraient sur 3 communes avec des financements sans forcément d'entité juridique et de statut bien identifiés. On est bien sur des compétences communales. Mais voilà, c'est en fonction de ces situations-là, on reviendra vers vous pour vous accompagner à la complétude du document. Donc, un tableau récapitulatif des compétences. Ensuite, une fiche sur le recensement des besoins. Donc ça, c'est une fiche qui est à relier avec vos diagnostics CTG, bien évidemment. Il ne s'agit pas de faire 2 diagnostics, un diagnostic dans le cadre de votre renouvellement de CTG et un diagnostic spécifique sur la petite enfance. Il faut qu'il y ait du lien. Là, l'idée, c'est plutôt de recenser un petit peu si vous aviez des actions un peu spécifiques, comme la mise en place d'un observatoire petite enfance, si vous avez une démarche un petit peu particulière sur
l'attribution des places. Il y a quelques exemples qui sont mis en place, qui sont proposés sur le support. Ensuite, il y a un tableau récapitulatif des structures petite enfance. Donc, c'est ce tableau-là qui vaut schéma pluriannuel où on va faire une photographie à partir donc, de 2023. Alors, pourquoi 2023? Parce que c'est la référence dont on a besoin au niveau de la carte pour mobiliser le bonus trajectoire de développement. Ensuite, on vous demande un existant au 31/12/2025, donc de pouvoir nous identifier les développements qu'il y aurait eu sur le territoire. Et ensuite, progressivement, les projets de développement que vous pourriez avoir prévus donc sur 2026-2027, enfin, sur la période en cours de la CTG, avec les échéances, les équipements concernés, les lieux d'implantation prévisionnels et les partenaires associés si vous êtes plutôt sur une crèche à gestion associative où il peut y avoir différentes configurations. Ce tableau est complété d'un petit zoom qui va nous permettre aussi d'évaluer la situation des tensions au niveau des métiers de la petite enfance sur le territoire. Donc, il y a quelques données qu'on a déjà au niveau de la CAF, puisque c'est des remontées que vous nous faites avec vos déclarations d'activité, et qu'on puisse voir s'il y a des tensions particulières sur l'occupation des postes sur les structures d'accueil du jeune enfant. Et un tableau ensuite qui nous permettra d'avoir de la visibilité sur vos projets. Donc, projet de création, projet de rénovation, projet d'aménagement sur les structures petite enfance. Et ensuite, donc, une fiche action sur l'information et l'accompagnement. Donc, toujours pareil, on vous fait un petit chapeau introductif, vous trouverez un petit chapeau introductif des actions qui sont menées à l'échelle du département, donc notamment au niveau, en partenariat avec le département, la CAF et le département. Et puis voilà, pareil, toujours quelques exemples d'actions qui pourraient être valorisées sur cette fiche-là, sachant, comme je l'ai précisé précédemment, les RPE, dans la très grande majorité, enfin, dans leurs compétences socle, réalisent cette compétence-là. Et une fiche sur le soutien à la qualité d'accueil, donc vous puissiez aussi nous décrire ce que vous mettez en place pour soutenir la qualité d'accueil. Donc, il y a bien évidemment, je le redis, les actions qui sont mises en place par le RPE en direction des assistantes maternelles, mais il peut y avoir des actions que vous allez vous projeter de développer au niveau des crèches, alors que ce soit au niveau de l'accueil des enfants, que ce soit au niveau de la qualité de vie au travail des professionnels. Voilà, l'éventail est assez large en fonction des spécificités de chaque structure et de chaque territoire. Vous pouvez vous faire part de vos projets. J'en ai fini pour le document. N'hésitez pas à en prendre connaissance quand il sera en ligne sur le caf.fr et à revenir vers nous si vous avez des interrogations. Juste en complément pour boucler sur les conventions territoriales globales, donc il y a les missions des chargés de coopération donc, qui sont amenées à s'adapter, donc notamment les chargés de coopération globaux et petite enfance qui sont appelés à contribuer activement au déploiement du SPPE, parce que le SPPE, donc on l'a remis en dessous, si on fait le parallèle avec les CTG, on est vraiment sur la même démarche, diagnostic, mobilisation, suivi, évaluation. Je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque item. Et donc, bien évidemment, des liens évidents et nécessaires à faire avec une approche globale et efficace du SPPE, les questions de parentalité, le lien avec le logement, la situation du logement sur les territoires, la santé. Enfin, voilà, il y a énormément de sujets qui sont abordés dans le cadre des CTG. Il y a énormément de schémas qui sont à l'échelle départementale et sur les territoires. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir mutualiser toutes ces informations pour que vous puissiez aussi vous définir les enjeux de votre politique locale petite enfance. Et on va aborder donc la dernière thématique de cette présentation avant les échanges et qui porte sur donc, le soutien à la qualité d'accueil. Je vais laisser le département. Alors, donc, il y a eu quelques années un rapport du GAT, l'Inspection générale des affaires sociales, qui pointait une qualité hétérogène des modes d'accueil, notamment en établissement d'accueil de jeunes enfants, mais pas seulement. Donc là, l'article 18 de la loi plein emploi est venu poser un nouveau cadre légal en matière de qualité d'accueil. Cette loi a précisé qu'il serait décliné donc,
une charte nationale pour l'accueil du jeune enfant. Cette charte, serait déclinée en un référentiel national de la qualité d'accueil qui a été publié en juillet, dont je vous ai parlé. Pour permettre cette qualité d'accueil, la loi a aussi prévu un nouveau cadre d'autorisation et de contrôle des établissements d'accueil du jeune enfant, et l'organisation, on en a parlé aussi, d'un plan départemental annuel coordonné d'inspection et de contrôle donc, entre la CAF, le département Loire-Atlantique, les services de l'État. Il est prévu aussi, je vous en ai parlé, un référentiel de compétences et de connaissances des professionnels. Ce référentiel n'est pas publié. Et comme je vous l'ai cité tout à l'heure aussi, pour garantir une meilleure qualité d'accueil, des textes en 2025 sont venus, un texte principalement, adapter le modèle des micro-crèches afin de garantir une meilleure qualité d'accueil. Ce que je vous ai dit, en augmentant le temps consacré à la direction, à partir de 2026, en prévoyant plus de professionnels diplômés comme EJE, éducateurs de jeunes enfants auxiliaires de PER. Et puis, est prévu aussi l'élaboration d'un guide de l'acheteur public pour aider les autorités organisatrices dans la gestion de leur délégation de services publics. Le rôle des autorités organisatrices, pour ce qui concerne la qualité d'accueil, a été aussi défini. Donc, notamment les autorités organisatrices doivent s'assurer d'une montée en compétences pour tous leurs modes d'accueil, en s'appuyant sur le référentiel national de la qualité d'accueil et en animant les compétences de l'ensemble de la communauté éducative de l'autorité organisatrice, par exemple en mettant en place, en organisant des conférences, des formations communes pour l'accueil individuel, donc pour les centres maternels, pour les établissements d'accueil du jeune enfant, en développant les liens entre l'école et la petite enfance, en prévoyant par exemple des journées sur l'art pour tous les jeunes enfants, en travaillant sur l'urbanisme aussi, en réfléchissant sur la ville à hauteur d'enfant, en végétalisant par exemple aussi à côté des crèches. Mais bien sûr, les autorités organisatrices ont un rôle concernant la qualité d'accueil, mais on est bien d'accord. Ces compétences n'empiètent pas sur les compétences de l'APMI qui conserve son rôle de contrôle des modes d'accueil. Donc, on vous a fait des diapositives spécifiques pour l'APMI. La loi a prévu une réforme, je vous l'ai dit, des régimes d'autorisation des établissements d'accueil du jeune enfant. Il autorise toujours les créations, les transformations, les extensions, les modifications des établissements d'accueil du jeune enfant. Et désormais, les établissements d'accueil du jeune enfant sont autorisés pour 15 ans. Donc, il faut qu'ils renouvellent leur autorisation. Même les anciens établissements d'accueil du jeune enfant qui sont créés depuis les années 70, par exemple, devront renouveler leur autorisation. L'APMI, donc on parlait du contrôle, l'APMI est toujours là pour contrôler que les établissements d'accueil du jeune enfant appliquent le code de la santé publique, bien sûr, et que tout ce qui est, toutes les installations, toute l'organisation, tout le fonctionnement de ces établissements ne présente pas de risque susceptible de compromettre la santé, la sécurité et le bien-être des enfants accueillis. Bien sûr, si l'établissement ne respecte pas le code, ne veille pas à ce que la santé des enfants ne soit pas compromise, un régime de sanctions graduées a été prévu par la loi. L'APMI, agrée toujours, accompagne et contrôle les assistants maternels et l'APMI veille aussi au contrôle des antécédents judiciaires des professionnels des établissements d'accueil du jeune enfant et veille au contrôle des antécédents judiciaires aussi des assistants maternels et des personnes qui composent son foyer, qui sont présents au foyer quand les enfants sont accueillis. Via les attestations de non-validité, vous avez. Et bien sûr, l'APMI, on a reparlé je reparle encore de ce référentiel national de la qualité d'accueil, mais on favorise l'application et la prolifération de ce référentiel auprès des assistants maternels, auprès des établissements d'accueil du jeune enfant. On mène et on va mener différentes actions dans ce sens. Au niveau de la qualité d'accueil, toujours, mais cette fois-ci côté CAF, plusieurs actions qui sont menées
par notre organisme. Alors, je ne vais pas revenir sur les propos qu'a tenu Sylvaine précédemment, mais effectivement, c'est tout le soutien que l'on fait auprès des relais petite enfance et le rôle qu'ils jouent dans la mise en place du SPPE et notamment sur la qualité d'accueil auprès des professionnels de l'accueil individuel, ou que ce soit pour l'orientation, l'information des parents, mais sur le volet qualité, c'est vraiment auprès des assistantes maternelles qu'ils ont un grand rôle à jouer. C'est également un soutien financier renforcé dans le cadre de notre convention d'objectifs et de gestion signée avec l'État, qui a mis en place, qui a permis la mise en place de financement de journées pédagogiques au sein des EHJE, 3 jours par an, où le personnel peut se retrouver dans ces formations de courte durée. C'est aussi la mise en place des heures d'adaptation et de préparation à l'accueil du jeune enfant au sein de l'établissement d'accueil. C'est la mise en place de bonus liés à la qualité d'accueil et en lien avec le développement de nouvelles places. Et c'est tout un ensemble d'arsenal d'aide à l'investissement pour améliorer le confort d'accueil à la fois des enfants, mais également des professionnels sur site. Et on mène également, comme il est indiqué, des aides sur des projets spécifiques. Donc là, c'est tout le travail en tout cas, toute la collaboration que vous pouvez avoir avec les conseillers techniques de votre territoire et qui peut vous accompagner sur, en tout cas, cette thématique. Les MSA, on va pouvoir aussi accompagner dans la mise en œuvre du SPPE sur différents axes. On va évoquer la question de l'identification des besoins, sur laquelle aussi on peut positionner en complément des données CAF, et le soutien financier qui peut prendre différentes. Voilà, la MSA en fait vous permet en tant qu'acteur de l'enfance de développer, de mettre en place des projets en faveur des familles agricoles et des territoires ruraux. La première étape, c'est de comprendre les besoins grâce notamment à l'outil GeoMSA. C'est un outil qui est accessible à tout public. Vous pourrez avoir accès au lien lorsque vous recevrez le diaporama. Donc, grâce à cet outil-là, on croise des données démographiques, que ce soit autour d'indicateurs comme le nombre d'enfants de 0 à 3 ans, la population agricole, les familles monoparentales. Cela nous permet de détecter des zones prioritaires. Ensuite, nous réalisons un diagnostic territorial pour identifier les secteurs où l'offre d'accueil est en tension. À partir de ces données, on définit des priorités locales et nous proposons un soutien financier pour la réalisation d'actions et de projets innovants destinés à l'enfance. Ça peut être différents types de projets, aussi bien pour des investissements autour de création, d'aide au démarrage, de rénovation de l'équipement, mais également pour des projets innovants autour de projets d'accessibilité, d'amélioration, mais aussi l'étude de besoins, un plan d'action ciblé. Voilà. Donc, la MSA joue un rôle essentiel dans le pilotage des aides financières en visualisant ou des relais petite enfance ou aussi des dispositifs comme Grandir en milieu rural sont nécessaires. Donc le soutien financier prend effectivement principalement la forme d'un dispositif Grandir en milieu rural. Donc c'est un dispositif qui permet l'accompagnement et le soutien financier pour des actions destinées à répondre aux besoins des 0-25 ans, et donc dans la thématique qui est la nôtre aujourd'hui, qui vise notamment le développement et l'amélioration de l'offre d'accueil petite enfance. Alors, qui peut en bénéficier, qui peut nous solliciter sur ce dispositif? Donc, les collectivités territoriales et les autres acteurs, donc les porteurs de projets, qui proposent des services aux familles et qui sont implantés dans les territoires prioritaires pour la MSA. On va en reparler ensuite. Donc, les types de projets, donc nous, on a 5 thématiques dans notre dispositif Grandir en milieu rural, donc l'accueil petite enfance, les loisirs vacances, la parentalité, la mobilité et le numérique. Et donc, c'est plus particulièrement sur cette première thématique de la petite enfance qu'on va pouvoir accompagner la création de structures de
micro-crèches, de MAM, mais également contribuer financièrement à des projets relatifs à la promotion du métier d'assistante maternelle, à la formation ou encore l'achat de matériel pédagogique, par exemple. Donc, on évoquait les territoires prioritaires pour grandir en milieu rural. Donc, en fait, comme vous le voyez, les territoires éligibles, ce sont ceux en rouge, donc ils sont quand même un nombre important de communautés de communes sur le département. Pour définir ces territoires prioritaires, les critères qui ont été pris en compte des MSA sont relatifs à la densité de la population, au taux de ressortissants MSA par rapport à la moyenne départementale, ou encore la représentativité des publics fragiles. Par rapport à ces territoires éligibles, effectivement, donc, vous pouvez nous solliciter par rapport à l'accompagnement des projets et notamment le soutien financier, des créations et des aménagements de structures où on peut aider à hauteur de 30 000 € par structure. Les crèches, micro-crèches et MAM. Concernant les conditions d'éligibilité pour les MSA autour des relais de petite enfance, il applique certaines conditions. La première, c'est d'être conventionné par la CAF du département, évidemment, de couvrir aussi un territoire où la part d'enfants 0,5 ans qui relèvent de la MSA est supérieure ou égale à 50%. Donc ce taux-là, il est fixé par notre caisse centrale qui, chaque année, nous envoie de base de données dans laquelle on va pouvoir recenser l'ensemble des territoires concernés. Et troisième condition, c'est aussi évidemment d'informer les familles de la participation financière de la MSA au fonctionnement. Voilà. L'ensemble de ces critères permettent de garantir que les aides ciblées, en tout cas que nous ciblons bien des zones qui nous paraissent nécessaires, et notamment, tout à l'heure on parlait des zones en tension aussi. Sur cette dernière diapo, là, vous pourrez prendre connaissance de l'ensemble des interlocuteurs que vous pourrez contacter sur les territoires qui sont à votre disposition pour aussi vous accompagner dans vos futurs projets, voire peut-être projets aussi en cours. On ajoutera aussi peut-être une boîte mail pour Merci pour votre attention. On en a fini avec la présentation. Donc, écoutez, si vous avez des questions, on peut vous apporter des réponses. Les réponses, elles sont les bienvenues. Je ne sais pas s'il y avait... Alors, déjà, dans le fil de conversation, on a eu quelques réponses, quelques questions auxquelles on a pu apporter des réponses. Mais je vous propose de les reprendre. Tout d'abord, on nous a demandé si la liste des indicateurs communs au SDSF avait été publiée, et c'est bien le cas, ça a été publié. Il y a eu un décret sur le sujet 2024, donc j'ai mis le lien dans le fil de conversation. Ensuite, on nous a demandé si sur le DataCAF, qui est, j'en profite pour faire la promotion de ce site, qui permet de donner un certain nombre d'informations qui ont trait aux politiques familiales de manière très large, et qui est quand même une belle source de données. Et la question portait s'il était possible d'avoir le taux de couverture pour les collectivités de moins de 10 000 habitants, parce que ce n'est pas le cas actuellement. Et bien que le site soit riche en termes de données, malheureusement, en tout cas à notre connaissance, il n'est pas prévu à court terme que ça puisse être développé. Je sais que notre caisse nationale, celle qui entretient, qui développe ce site, essaye de développer de plus en plus pour répondre aux attentes des territoires. Mais en tout cas, sur cette thématique-là, je ne suis pas certain qu'il puisse avancer. En tout cas, pas à ma connaissance, encore une fois. Autre question qui a été posée concernait la question des RPE et des aides à l'investissement. Alors, c'est difficile de vous donner une réponse,
qui répondent réellement à votre interrogation. Globalement, si ça touche le bâti, j'ai envie de dire que ça va être compliqué. Nos subventions sont effectivement ciblées sur les ESGE. Néanmoins, si c'est dans le cadre d'un projet, on va dire, d'amélioration de la qualité d'accueil, dans le cadre de l'accueil individuel des assistantes maternelles, c'est pour soutenir des actions que ferait le RPE vis-à-vis de ce public, l'achat de matériel, notamment pour animer des actions collectives, là, je pense que ça peut rentrer en compte. Et là, je vous inviterai à vous rapprocher du conseiller technique de votre territoire, mais pour moi, ça va pouvoir être faisable. Sujet à creuser selon la nature de l'action. Alors là, on a une très longue question. Dans le pays d'Anceny, le CIBOM gère déjà le relais petite enfance et un service famille pour plusieurs communes rurales avec la mise en place du SPPE. Comment ce type d'organisation intercommunale peut-il être reconnu et soutenu, notamment pour mutualiser les moyens et répondre aux besoins des familles rurales? Le SPPE provide-t-il des outils ou des méthodes pour mieux évaluer les besoins réels des familles rurales, notamment sur les questions de mobilité, d'horaires atypiques ou de garde occasionnelle? Alors, question qui n'est pas forcément simple. En tout cas, dans les textes du SPPE en soi, il n'y a pas d'éléments prévus à ce niveau-là. En tout cas, d'outils qui auraient été déployés. Le seul lien que je pourrais faire, mais c'est à voir avec les spécificités de votre territoire, c'est au niveau de la CTG. Et c'est plus le lien avec les chargés de coopération qui sont présents sur le territoire et qui ont notamment pour mission de faire ce diagnostic, de récolter les besoins et de travailler sur le sujet. Donc, je passerai plus par ce biais-là. Mais sinon, il n'y a pas d'éléments spécifiques de financement prévu pour ce type en tout cas dans le cas d'un CIBOM ou d'un RPE qui couvre plusieurs collectivités. Je vais juste apporter une petite précision. Alors, il me semble que c'est Intercommunalité de France, l'association Intercommunalité de France, qui organise depuis le mois de juin différents webinaires justement sur la question de l'observation des territoires, spécifiquement notamment la question de la petite enfance. Donc voilà, je n'ai pas toutes les informations, mais pour ceux qui sont sur des territoires interco et qui adhèrent à Intercommunalité de France, renseignez-vous parce que je pense qu'il y a des boîtes à outils ou du moins peut-être des expériences à récupérer sur d'autres territoires pour s'enrichir et peut-être faire avancer vos réflexions. Et j'avais une dernière question pour le moment dans le fil de discussion, avant-dernière maintenant. Est-il possible d'avoir des exemples concrets de recensement des besoins? Quelle forme doit-il avoir? Ça reste un diagnostic de territoire. Alors, le socle de base reste un diagnostic de territoire quand vous avez l'habitude de les réaliser dans le cadre des conventions territoriales globales. Et l'idée, là, c'est que ce diagnostic fasse vraiment une focale sur la petite enfance avec anglais sur les besoins des enfants, de leur famille, avec une approche pas limitée au mode d'accueil, mais avoir une approche vraiment globale de la famille avec tous les sujets qui peuvent avoir trait au soutien à la parentalité également. En fait, tout dépend. Il n'y a pas forcément d'un format réellement attendu. Et ça fait lien justement avec l'outil que vous a présenté Sylvain tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas un format type qui a été mis à disposition au niveau national sur le sujet. Après, tout dépend de la taille de votre territoire ou du niveau de compétences. Mais le recensement, oui, ça peut prendre beaucoup de formes. Ça peut être, alors je vais en citer quelques-uns, mais ça peut être au niveau du RPE, c'est la comptabilisation des besoins qui ont été exprimés par les familles qui se sont rendues au RPE. Ça peut être des formes, alors s'il y avait plus de moyens ou
d'éléments de questionnaires transmis aux familles. Ça peut être aussi partir d'un recensement INSEE au niveau du territoire, en partant du principe qu'une famille qui a un enfant entre 0 à 3 ans a un besoin de mode de garde. En fait, ça peut prendre vraiment différentes formes et c'est de croiser ces différentes formes entre le nombre d'enfants 0 à 3 ans présents sur le territoire et ce que peut remonter le RPE du territoire sur ce qu'il constate à son niveau. Les formes peuvent être très variées et il me semble si je remets en arrière dans le temps, lors du premier webinaire SPPE, c'était un point qui avait été aussi abordé. Et avec des éléments, je vérifierai. Et si c'est le cas, ce qu'on fera, c'est qu'au-delà du support de présentation de ce webinaire, ça peut être bien de vous recommuniquer le support du précédent webinaire qu'on a tenu il y a 1 an et qui donnait aussi tout un ensemble d'éléments, et notamment ce qui était attendu ou les différents types de soutien, au-delà de ce qui a été présenté aujourd'hui, que peuvent apporter les partenaires présents sur le territoire. Comme ça, ceux qui n'auront pas assisté, ça leur permettra d'avoir une information plus complète. Autre question. Sachant qu'un EPCI a la compétence petite enfance, est-elle de fait autorité organisatrice ou est-il nécessaire que les communes délibèrent pour le transfert de l'autorité organisatrice à l'EPCI? Non, alors je parle sous couvert de la DES, bien évidemment, mais si la compétence est déjà à la main de l'EPCI, les communes ne sont plus considérées comme autorité organisatrice, c'est l'EPCI qui est l'autorité organisatrice et il n'y a pas lieu de reprendre de délibération, sauf à affiner, si vous le souhaitez, la graduation du niveau de compétence. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, la loi ne remet pas en cause les compétences qui sont déjà exercées par le PCI. Donc, sauf si il y a besoin de délibération s'il souhaite effectivement compléter les compétences qu'il retransfère. Alors ensuite, j'ai une question qui semble concerner département et plus particulièrement de la PMI. Alors, bonjour. Lors de contrôle de la qualité des ESJE en conformité avec la réglementation, la PMI s'appuie fréquemment sur le référentiel bâtimentaire. Malgré les travaux de rénovation qui sont mis en œuvre régulièrement, les améliorations paraissent sans fin. À titre d'exemple, les doubles Oculus sur les portes qui doivent être installés d'ici septembre 2026, y compris sur les portes qui ne présentent pas un intérêt prioritaire. La collectivité est invitée par la PMI à déposer un dossier de demande de soutien financier auprès de la CAF. Pouvez-vous m'apporter des précisions, s'il vous plaît? Alors effectivement, le référentiel bâtimentaire a prévu une partie d'obligations à mettre en place à partir du 1er septembre 2026, comme les Oculus. Bon, effectivement, à revoir avec nous, parce qu'il y a certains Oculus, peut-être que ce soit sur des espaces où sont les enfants, peut-être à revoir. Mais effectivement, il y a de nouveau au 1er septembre, je ne sais pas, je pense que ça s'arrêtera là, mais effectivement, le référentiel bâtimentaire prévoit 2 nouvelles obligations. Je ne crois pas que... En tout cas, il n'y a pas de texte qu'on prévoit d'autres en 2027-2028. Et effectivement, on renvoie aussi pour aider au financement de ces travaux, on renvoie vers les... Oui, de modernisation des établissements, effectivement. Alors, il y a un certain nombre de règles, mais je sais on a déjà vu passer des dossiers justement de demande de subventions liées au changement des portes. Voilà, alors je ne sais pas si on a répondu à votre question. N'hésitez pas, là, vous pouvez allumer votre micro et intervenir si vous voulez à l'oral lorsqu'on répond à une des questions que vous avez posées. Alors, juste avant de passer aux mains levées, je vais finir les questions du fil. Comment comptabiliser les places de crèche interentreprises dans le recensement des places?
Alors, idéalement, voilà, elles font partie de l'offre sur le territoire. Donc, normalement, j'imagine que vous avez de la visibilité sur le nombre de structures crèches privées, crèches interentreprises qui sont implantées sur votre territoire. Après, bien évidemment, on a bien conscience que vous n'avez pas forcément de la visibilité sur les développements à venir. Après, c'est comment va se jouer le partenariat avec ces entreprises-là. Est-ce qu'ils font partie je ne sais pas s'il y a une commission, s'il y a un groupe de travail petite enfance dans le cadre des CTG, est-ce qu'ils sont associés ou pas? C'est comment est-ce que vous pouvez récupérer ces données-là? D'où la priorité. Alors là, je suis vraiment focus sur la CAF et le bonus trajectoire, c'est de pouvoir avoir de la visibilité dans un premier temps sur les places qui sont financées par les collectivités et qui bénéficient du bonus territoire. Après, voilà, je le redis sur les crèches privées et crèches interentreprises, on a bien conscience que ce n'est pas forcément évident, mais elles font quand même partie de l'offre présente sur le territoire et c'est important que vous puissiez quand même avoir un suivi à minima de là où elles en sont, du nombre de places qui sont ouvertes et s'il y a des projets de développement ou pas, parce qu'elles répondent forcément à un besoin identifié sur votre territoire, alors que ce soit peut-être pas forcément un besoin de la population en direct, mais au moins des personnes qui viennent travailler sur votre territoire. Je ne sais pas si tu veux apporter des précisions. En tout cas, chaque place de crèche interentreprise sur votre territoire est considérée comme une place de votre territoire, d'accueil de votre territoire. Si ça répond à votre question. Autre question sur les fils. Bonjour, pour ajouter sur cette question des doubles oculus, la MSA pourrait-elle apporter un soutien financier? Et alors notamment, on a présenté le dispositif Grandir en milieu rural. Sur ce volet-là, si c'est sur un territoire qui est ciblé dans Grandir en milieu rural, c'est quelque chose d'envisageable. Concernant, effectivement, n'hésitez pas à vous rapprocher des responsables de territoire dont on a donné les coordonnées. Une dernière question pour le moment. Concernant la compétence 4, qualité d'accueil, est-ce qu'elle peut être partageable entre l'EPCI, pour le RPE sur le soutien à la qualité d'accueil chez les assistantes maternelles, et les communes, tout ce qui est gestion des multi-d'accueil? Question. C'est une vraie question. Je ne sais pas si la DEPS souhaite intervenir. Non? Alors, je peux donner notre point de vue. Hein. Alors, c'est vrai que sur le principe, les compétences ne sont pas sécables. C'est une information que vous pouvez trouver dans la foire aux questions qui est en ligne sur le site du ministère. Néanmoins, c'est un point qui nous interroge puisque effectivement, il peut y avoir des configurations où le relais petite enfance est à l'échelle intercommunale. Donc là, avec une mission de soutien à la qualité d'accueil en direction des professionnels de l'accueil individuel et des crèches qui vont être gérées au niveau communal. Donc là, avec une mission de soutien à la qualité d'accueil qui va plutôt être sur l'accueil collectif, qui va plutôt être à la main des communes. Donc, je fais un peu une réponse entre deux, parce que on n'a pas aujourd'hui de position très affirmée sur le sujet. Voilà, la seule chose que je peux vous redire, c'est que par principe, les compétences ne sont pas sécables. Néanmoins, sur ce sujet-là, par rapport à la configuration des territoires et aux missions des relais petite enfance et au niveau de gestion des crèches collectives, ça me paraît difficile de faire autrement. Une réponse de Normand, mais c'est ouais. Mais voilà, mais réglementairement, c'est pas permis, c'est ce qu'on peut retenir, malheureusement. Mais peut-être que ça évoluera dans le temps. Hein. Après, je pense qu'il y a un ensemble d'éléments qui vont être confrontés à un principe de réalité et les choses étant nouvelles, sont sûrement vouées à s'ajuster au fur et à mesure avec les remontées justement des collectivités auprès de l'État. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous propose de passer donc, à ceux qui ont levé la main. Et donc, Madame Léa Gaillard. Oui, bonsoir.
Bonsoir. Est-ce que Bonsoir. vous m'entendez correctement? Oui, Oui, donc Léa Gaillard, je suis la directrice de la petite enfance de la ville de Nantes. Simplement pour préciser ma question par rapport à l'éligibilité des dépenses d'amélioration sur les relais petite enfance, mon sujet n'était pas en effet l'amélioration du patrimoine, mais plutôt l'adaptation de nos espaces d'accueil et espaces qui sont utilisés pour les temps de rencontre avec les assistantes maternelles et les enfants. Donc en effet, c'est principalement du matériel, mais ça peut être aussi des petits travaux d'aménagement. Donc vous avez répondu en partie sur la partie mobilier, petit matériel, mais est-ce que ça pourrait aller également sur une prise en charge de travaux, pas clos couvert, mais en tout cas aménagement intérieur? a priori, il faudrait voir un cas spécifique, mais a priori, ça rentre pas dans en tout cas dans notre réglementation nationale. Donc, je pense que c'est malheureusement. Parce que du coup, n'intègre pas une réponse à une amélioration qui soutient la qualité d'accueil des familles et des enfants. Bah, oui. Ben, si, je vais vous dire oui, mais après, comme vous savez, tout est, tout est beaucoup plus compliqué quand on rentre dans le détail. Et en fait, c'est en lien avec ce qu'on appelle chez nous les fonds publics et les territoires. Tout à fait. Et s'il y a bien un axe amélioration de la qualité au niveau de l'accueil, ensuite il est décliné, il est précisé sur ce qui peut être réellement financé. Et ce qui peut être financé, c'est plus le lieu d'accueil en lui-même. Ok. Bon, c'est juste Considérer un RPE comme un lieu d'accueil, c'est là où je vais avoir du mal pour dire que ça améliore, en tout cas sur l'investissement, le lieu d'accueil d'enfants. Et c'est pour ça que je peux jouer sur le volet j'améliore la qualité d'accueil en formant davantage le personnel, et c'est plus via cet aspect-là que je peux jouer sur l'achat de matériel pour le RPE, pour ce type d'action. Ok, noté. Et j'ai juste une petite précision pour les collègues qui sont en interco, puisque je suis dans le groupe de travail des collectivités avec l'État. Il y a une dotation qui a été versée aux communes qui va être versée. L'arrêté a été publié au JO le 31 octobre, la semaine dernière donc. Et donc toutes les communes qui sont porteuses de la qualité d'autorité organisatrice ont une dotation qui est un montant qui est différencié par rapport au nombre de naissances sur chaque territoire. Simplement, dans le partage des compétences, ce qui est remonté par les associations d'élus, EPCI et communes auprès de l'État, c'est bien de savoir comment cette dotation qui est versée aux communes, alors même que c'est l'Interco qui peut porter la compétence, ou en tout cas la compétence qui a le plus de dépenses à soutenir, peut être partagée entre la commune et l'Interco, et cette question pour l'instant est sans réponse de la DGCL. Donc en tout cas, les Interco et les associations d'élus des Interco sont mobilisés sur ce sujet, et si vous n'aviez pas eu l'information, je vous invite à consulter l'arrêté du 31 octobre qui informe sur les montants des dotations dans le cadre du SPPE. Voilà. Merci pour la réponse. De rien. Et on avait une autre main levée, Madame Cécile Chevrieux. C'est cela même. Bonsoir à tous. Merci Léa pour cette merveilleuse transition, puisqu'en fait, ma question, elle portait sur cette dotation au financement du SPPE, et à savoir, est-ce qu'il est prévu que cette dotation, elle soit pérenne, elle soit annuelle ou pas, ou est-ce que c'est un one-shot? Parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup d'infos dessus. Donc ça, je ne sais pas si vous pouvez me répondre. Je peux. Normalement, la dotation, elle est prévue de façon annuelle, puisqu'on nous a parlé d'un deuxième arrêté à sortir en juillet 2026. Après, on est dans une période, je dirais, de petit flottement. Donc, je ne sais pas si c'est une réalité. Mais en tout cas, l'annonce de la DG Cohésion sociale était bien un versement annuel, ouais. D'accord. Et est-ce que quelqu'un sait s'il y aura des éléments justificatifs à produire, ou si simplement dû au fait qu'il y ait un nombre de naissances et un coefficient fiscal pour... Pas de justificatif à fournir. Ouais. Ok.
Et j'avais donc une autre question, une dernière question. Ça portait sur le fait que la MSA propose pardon, de financer à hauteur de 30 000 € les projets de MAM. Est-ce que ça signifie qu'il faut pour tout projet de MAM, en fait, il faudrait leur demander d'abord de regarder s'il n'y a pas un territoire rural qui serait plus favorable pour elles, parce qu'en fait, je n'ai pas le sentiment que la CAF subventionne autant sur un territoire métropolitain. Alors aujourd'hui, oui, avec la seule réserve que j'émettrais, c'est sur la prochaine sectorisation des territoires grandir en milieu rural pour l'année 2026. Pour le moment, on n'a pas de visibilité. On sait qu'on va retravailler sur cette sectorisation-là. Les secteurs que vous avez sur la diaporama qui vous a été présenté, finalement, Oui. c'est ceux qui ont été ciblés sur les 4 dernières années. Et il y a peut-être un risque sur 2026 qui est d'autres, alors pas forcément d'autres territoires, mais que la sectorisation soit revue. D'accord, ok, très bien. Mais sur le fond, voilà, principe. sur le principe, si on est sur des territoires ciblés dans le cadre du grandir en milieu rural, ça peut tout à fait faire et d'accompagnement par les services territoires, hein, vous avez les coordonnées, et dès aujourd'hui, des contacts peuvent être pris pour avoir plus d'informations sur le contenu même du fonctionnement de ce qui est finançable dans le cadre du grandir en milieu rural. Je vous encourage à aller sur le site aussi internet de la MSA en tapant grandir en milieu rural. Le cahier des charges risque de pas trop changer, c'est plutôt les secteurs qui risquent de changer. Pardon, j'ai pas bien entendu le site internet. Est-ce que vous pourrez nous le mettre en lien? On pourra vous le mettre aussi en lien, mais là, sinon, si vous êtes un peu curieux, en tapant MSA Loire-Atlantique et en tapant GMR pour grandir en milieu rural, vous trouverez facilement le cahier des charges actuel. Ok, très bien. Bah, je vous remercie. Juste une précision, donc c'est vrai que ce sont des financements qui peuvent aller jusqu'à 30 000 € et avec un passage, donc nous, nos administrateurs pour les attributions. Mais effectivement, on accompagne de cette manière aussi bien les crèches que les micro-crèches que les MAM. D'accord. Ok, je vous remercie. Et on avait également une question de Madame Sico. Bonjour à tous. Moi, ma question, elle porte sur les modalités de financement des relais. On voit qu'avec le SPPE, la mission des relais, elle est réaffirmée sur tout ce qui est accueil et information du public et des familles. Or, aujourd'hui, le financement des ETP dans les RPE considère uniquement le nombre d'assistantes maternelles sur le territoire. Et ma question, c'est est-ce qu'il y a une réflexion qui va être menée pour prendre en compte les deux missions principales des relais et le fait que selon les publics qu'on accueille, ça peut prendre plus ou moins de temps et du coup, ça représente du travail dans les relais qui mériterait d'être reconnu et valorisé. Alors, au niveau de la réglementation nationale, il n'y a pas eu, à ma connaissance, de réelle évolution. Et il faudra voir, mais pas, je pense pas à court terme, dans le cadre de notre prochaine convention d'objectifs et de gestion avec l'État, mais ce ne sera pas avant 2028. Hein, donc, c'est quand même un horizon, on va dire, moyen terme. Après, ce qui a été fait à un niveau plus local, au niveau de la Loire-Atlantique, c'est quand même à souligner, on apporte un complément dit sur fonds locaux. Et on a revu récemment notre barème d'attribution des aides pour tenir compte davantage de l'aspect qualitatif. Alors, pour mieux reconnaître en tout cas quand c'est mis en place. Alors, je dis ça, mais je vais nuancer tout de suite parce que je me dois d'être transparent avec vous. La somme qu'on versait avant sur nos fonds locaux n'évolue pas à la hausse. Elle est réorientée en fonction d'un ciblage d'actions menées par les RPE et on cible davantage, en tout cas, l'attribution de ces fonds pour les RPE qui mettent en avant, en tout cas, la qualité, en tout cas, la qualité d'accueil du jeune enfant. Mais au niveau national, non, il n'a pas été prévu en revalorisation en tout cas, du montant de la prestation versée dans le cadre des RPE. Mais à ma connaissance, les bonus locaux que vous avez mis en place concernent soit le taux de référencement des AM au niveau des relais,
soit le nombre d'actions, le taux d'actions de professionnalisation réalisées auprès des assistantes maternelles, mais je n'ai pas connaissance, mais je reverrai ça avec mon contrôleur, là, enfin le référent, mais je n'ai pas connaissance de critères liés à l'accueil du public en tant que tel. Alors, tout simplement parce que ça fait partie des missions socles des relais petite enfance. Les relais petite enfance sont 2 grandes missions socles, hein, qui sont l'information et l'accompagnement des familles et l'accompagnement des professionnels. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas eu forcément on n'a pas souhaité cibler sur des missions qui étaient déjà les missions de base des relais petite enfance. Après, juste peut-être pour le partager à titre d'information, au niveau de la Loire-Atlantique, on est sur des niveaux de financement qui avoisinent les 70%. Au niveau de l'engagement financier de la CAF auprès des relais petite enfance. Donc, on est quand même sur une échelle assez haute de financement par rapport à, comme le disait M. Delemotte, d'autres départements. Donc, voilà. Après, effectivement, au niveau national, aujourd'hui, voilà, il n'y a pas forcément de réflexion en cours sur une évolution du financement pour réaffirmer ces missions qui sont déjà des missions socles. Merci. Je ne vois plus, a priori, de main levée. Je vais avoir une conversation s'il y a des... Il n'y a pas de nouvelles questions. Par contre, je vois que M. Vimon a mis le lien sur la MSA des soutiens aux actions pour les 0-25 ans. Merci à lui, cette initiative. S'il n'y a plus de questions, je vous propose de clôturer ce webinaire. Vous remercier de votre présence. J'espère que voilà, ça a pu vous apporter un certain nombre d'éléments. Je suis encore désolé pour les aléas du direct, comme on dit au début de ce webinaire, mais voilà, on s'en est sorti. Je pense que ça s'est bien stabilisé par la suite. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et vous dire sûrement à bientôt. Voilà, merci à vous. Merci. Bonne soirée.